Seconde partie de ce numéro de votre émission Planète Idéale consacrée à l'utilisation efficace et efficiente des intrants agricoles sur le continent africain. C'est avec un expert agricole, directeur de Calafi, M. Lambert Nayanté. Vous avez souligné ces nouvelles technologies qui existent en matière d'épandage des engrais. Alors, je rappelle que vous êtes aussi membre du bureau exécutif du WAFA, l'association ouest-africaine qui s'occupe de la question des engrais. Comment vulgariser ces techniques innovantes d'utilisation des engrais de manière efficace et efficiente, que ce soit dans la sous-région ouest-africaine ou en Afrique tout simplement? Effectivement, nous avons, lors de notre réunion en avril passé à Bamako, nous avons émis l'idée que chaque acteur du secteur des engrais dans la sous-région puisse vulgariser ces technologies à l'endroit des producteurs agricoles, non seulement pour besoin de business, mais pour venir en appui aux utilisateurs d'engrais. C'est très important parce que nous sommes là en train de distribuer, de parler de l'utilisation des engrais en Afrique de l'Ouest et au-delà. Et nous sommes aussi membres de l'Association africaine des intrants agricoles, le WAFA. Donc, ce qui fait que utiliser ces technologies, mettre ces technologies à la disposition des producteurs agricoles serait un plus dans l'utilisation efficace et efficiente d'engrais. Là où on doit utiliser 50 kilos, c'est 50 kilos qui ira. Là où on doit aller à 100 kilos, ça peut y aller à 100 kilos par l'utilisation de ces technologies-là. C'est ce que nous faisons et chaque membre est en train de travailler là-dessus pour pouvoir aider, assister, disons aider nos États à aussi vulgariser ces outils qui existent depuis, hein, nous ne l'avons pas inventé, hein, mais c'est que on n'a jamais, on parle toujours bien sûr de la mécanisation agricole et l'épandage d'engrais par des machines, des épandeurs, fait partie aussi de la mécanisation agricole. Donc c'est comme une charrue, une herse que vous avez pour pouvoir permettre aux champs de bien tourner le sol et ça vous permet aussi de bien épandre aussi les engrais. C'est très important. C'est ça. Alors relever ce défi d'épandage moderne d'engrais voudrait aussi impliquer de gagner le pari de toute la mécanisation agricole sur le continent. Effectivement, la partie du continent qui n'est pas encore très mécanisée, c'est la partie au sud du Sahara. Je le dis souvent. Quand vous allez dans les autres pays, vous voyez qu'il y a une mécanisation un peu qui arrive au moins à 60%, alors que nous, chez nous, nous traînons encore, nous n'avons même pas atteint les 15% de la mécanisation de notre agriculture. Alors que vous voyez que toutes les productions actuellement se font encore manuellement. Ces derniers temps, on voit qu'il y a des tracteurs qui arrivent, mais il faut continuer ce rythme et former surtout les utilisateurs de ces machines agricoles pour, comme j'ai l'habitude de dire, de ne pas créer des cimetières de tracteurs par manque de pièces de rechange. Oui, justement, le constat, c'est que on assiste effectivement à des achats et à leur mise à disposition des tracteurs au niveau des producteurs agricoles, mais 1 ou 2 ans après, ils tombent en panne et puis on ne sait plus quoi faire. Oui, c'est comme je vous le dis, la mécanisation agricole ne s'improvise pas. Il faut toujours mettre en place des centres de mécanisation qui permettent d'avoir les pièces de rechange de tous ces tracteurs. Et puis exiger des fabricants de mettre à la disposition des pièces usuelles. Nous connaissons toutes ces pièces. Il faut une liste. Moi, quand je commande les tracteurs, j'ai des listes où je sais ce qui se gâte vite sur un tracteur, où nous commandons pour mettre en réserve. Beaucoup de paysans qui ont des tracteurs nous appellent. J'ai besoin de ceci, j'ai besoin de ceci. Et des fois, 48 heures, 72 heures, nous les trouvons les pièces. Donc, c'est très important d'utiliser. Sinon, si nous n'avons pas les pièces de rechange, c'est une roue qui se casse, c'est une direction, un moteur qui pète. Donc, il faut des mécaniciens aguerris pour pouvoir réparer ces tracteurs. Et il faut aussi que les pièces soient en disponibilité. On peut avoir un magasin de pièces de rechange pour les tracteurs que nous importons. Et de là, on prend et allez, on commence par réparer. Il ne faut pas attendre plus de 72 heures avant de réparer un tracteur. Ça n'a pas de sens.
Dans un contexte d'entrepreneuriat agricole, Monsieur Nayanté, produire en quantité, c'est le principal objectif de tout agriculteur. Mais pouvoir écouler sa production est l'autre préoccupation. Alors, comment s'y prendre alors qu'on assiste de plus en plus à des politiques protectionnistes de nos États? Ça, c'est le chat qui se mord la queue, disons. J'ai eu à le dire, nous ne pouvons pas aller dans ce protectionnisme agricole sans avoir des statistiques fiables de l'utilisation des produits que nous produisons. J'explique. Nous avons assisté ces derniers temps à des interdictions d'exportation de plusieurs produits. Je passe par le riz paddy, le maïs, le niébé, beaucoup. Alors que la demande dans la sous-région est très élevée. Tous les États ou tous les pays n'ont pas les mêmes niveaux de production de ces produits agricoles. L'idéal serait pour aider les producteurs, c'est d'avoir des statistiques fiables de la consommation nationale de ces produits que nous produisons. Si j'estime que c'est 1000 tonnes que nous consommons par an et que cette année nous avons produit 3000 tonnes, mais les 2000 tonnes, on les laisse exporter. Mais tant qu'il n'y a pas de statistiques fiables, tant qu'il n'y a pas de statistiques sur la consommation fiable, et on interdit, ça c'est le revers de la médaille. Il y a des gens qui ont produit beaucoup de riz, qui n'ont pas arrivé à écouler. Est-ce que interdire oui. Ne voudrait peut-être pas aller dans le sens de satisfaire la consommation locale? Non. Ça, si on le pense comme ça, on fait sérieusement des erreurs. Les gens produisent parce qu'ils ont un marché. Si le marché intérieur ne le prend pas, et s'il n'y a pas de preneur, et si le prix du marché intérieur n'est pas acceptable, qu'est-ce que vous faites? Vous avez un coût de production et vous avez des clients à l'extérieur, vous pouvez écouler. C'est pourquoi l'idéal serait d'avoir des statistiques permettant de satisfaire le marché intérieur et le reste de la production doit être exporté. Si vous n'avez pas de statistiques, vous ne pouvez pas. On a vu que tous les pays de la sous-région ont eu à faire ça. Mais après, ils ont levé certaines interdictions. Il faut exporter, on n'a pas d'usine pour transformer, alors que quand on récolte, on dépose, ça perd sa valeur, c'est mal conditionné, vous n'avez pas de silo, vous n'avez pas du tout pour bien conditionner avant de faire des interdictions. Ça, c'est très important. Sinon, les jeunes vont délaisser la terre. Celui qui a produit le maïs cette année et qui n'a pas pu vendre, ou bien quand il vend, il fait une perte, l'année prochaine, il ne va plus produire. Celui qui a produit le riz, et on l'a interdit de vendre son riz, ou bien c'est des gens qui viennent prendre le riz à un prix qui ne satisfait pas les producteurs. Qu'est-ce que vous faites? L'année prochaine, vous n'allez plus produire le riz, vous allez chercher autre chose à faire. Donc c'est très important de mettre l'accent sur ce truc où on capitalise la production, la consommation et la vente, notamment pour pouvoir rentrer dans la zone de libre-échange continentale. C'est normal. Oui, justement, vous faites une belle transition. Est-ce à dire que la zone de libre-échange continentale en Afrique est plus virtuelle que réelle eu égard à la situation que vous décrivez? La zone de libre-échange, la manière dont on avait cru sur cette zone, je pense qu'il y a un peu de déception. Il y a des déceptions parce que, vous voyez, c'est le seul continent avec qui les autres commercialisent. Et c'est le seul continent qui n'arrive pas à commercialiser avec ses membres. Vous voyez, quand j'étais en Afrique du Sud, on me parlait qu'ils ont besoin des ananas, ils ont besoin du café, du cacao, ils sont obligés d'aller à la bourse de Londres pour acheter ces produits. Et qui viennent pourtant du continent africain. Qui viennent pourtant du continent africain. Ils produisent des oranges, des fruits et tout. Ils les envoient aux États-Unis et choses en Europe. Ouais, il faut essayer de résoudre ce problème-là, que l'Afrique puisse commercialiser. Si nous passons sur le papier, zone de libre-échange continentale, ça c'est sur le papier. Il faut vraiment que ça soit des actes qui doivent être posés et ne pas toujours interdire la commercialisation des produits entre des pays africains. C'est vraiment très important. Sinon, c'est voué encore à l'échec.
Les prévisions démographiques de l'ONU indiquent une population africaine de plus de 2 milliards d'habitants à l'horizon 2050. L'agriculture, le secteur clé dont il faut soigner les maux dès maintenant pour gagner le pari de la souveraineté alimentaire sur le continent. L'agriculture comment vous l'appelez, est la source de revenus primaires de nos populations. Et c'est la clé du développement économique de l'Afrique. Nous devons, ce que les Anglais ont l'habitude de dire, nation building, créer une nation autour de l'agriculture. Quand les communautés se retrouvent autour de la production agricole, quand on les organise, comme on le fait en Europe, et les producteurs de patates douces, de pommes de terre, qui se rencontrent chaque année, où on décerne des prix aux meilleurs producteurs de patates douces. Ça active la productivité, ça active les jeunes qui rentrent dans l'agriculture. Nous avons une population très jeune. Et vous pensez qu'avec l'agriculture, nous ne pouvons pas décoller? Et ça entraîne l'industrialisation. C'est la production qui entraîne l'industrialisation. Donc c'est très important que nos États fassent plus dans le développement, dans la production agricole. Des projets, j'étais en Eswatini, un petit pays avec des productions de canne à sucre immenses, des espaces 250 000, 300 000 hectares, ainsi de suite. Mais nous avons des terres que nous pouvons utiliser pour ces mêmes productions. Et c'est en toute saison, on n'attend pas pour pouvoir produire. Donc, l'agriculture doit être la clé du succès de l'Afrique. Nous ne pouvons pas continuer par importer. J'avais dit un jour, quand vous voyez les statistiques, l'agriculture, le marché africain, c'est un marché de 15 000 milliards de produits agricoles. 15 000 milliards que nous délaissons et les autres vont venir prendre, vont nous amener leurs produits. J'ai l'impression que les discours dans les chancelleries et consorts sont en déphasage avec les réalités. Les gens ne veulent vraiment pas que l'Afrique, par l'agriculture, prenne son envolée. C'est très important. Les gens veulent plutôt nous amener les choses et nous laisser tout ça. Vous voyez des formations qui se font, renforcement de capacité, ainsi de suite. Mais montrez-moi un pays en Afrique qui a pu se développer avec le renforcement des capacités. Il y a des exemples qu'il faut. C'est-à-dire que vous prenez l'agriculture, vous prenez 100 jeunes, vous les formez sur le terrain. Ça, c'est le renforcement de capacité. Et ils vont apprendre. Ce n'est pas aller rester dans les bureaux des aides qui viennent que renforcement des capacités où la moitié de ces aides repartent par des salaires qu'on paie aux gens, des voitures que les gens conduisent. Donc, il faut que nous repensions notre agriculture et mettre l'accent sur le développement réel de l'agriculture en Afrique. Monsieur Nayante, vous avez parlé du cas de l'Eswatini. Et justement, c'est le Swatinien Moses Vilakati qui est le patron de l'agriculture au niveau de l'Union africaine. Sur quel levier devrait-il agir pour la transformation profonde de l'agriculture sur le continent? Mais, M. Gadan, vous saviez que l'élection de M. Moses Vilakati comme commissaire de l'Union africaine pour l'agriculture, le développement rural et l'économie bleue n'a pas été faite sans l'appui du Togo. Et c'est le lieu de remercier quand même le chef de l'État qui a œuvré, parce que moi j'étais le manager du président du Conseil, Faure Gnassingbé. Oui, donc le président du Conseil qui a œuvré en ce temps pour que cette élection aille de loin, et aussi remercier le président de la Côte d'Ivoire, son Excellence aussi, M. Alassane Ouattara. Et sans oublier celui du Libéria, qui nous a vraiment reçus par la diplomatie togolaise. J'étais le manager de campagne pour toute la sous-région ouest africaine. Ça a permis quand même de faire une diplomatie de réussite qui a permis que M. Moses Vilakati puisse être élu. Et puis je vais vous dire une chose très importante, c'est la première fois qu'un ministre de l'Agriculture occupe ce poste. Vous imaginez, il a eu de l'expérience,
Il a développé des choses en Eswatini. Et puis, actuellement, nous sommes à côté du commissaire de l'Union africaine pour l'agriculture qui a des projets pour l'Afrique. Des projets durant son mandat de 4 ans qui verront ses fruits, notamment sur les engrais. Le principe, nous avons mis en place un projet de 100 jours qui vont permettre que les résultats vont tomber bientôt, permettre à certains États de se doter des usines, des capacités de production des intrants agricoles, permettant aux paysans d'avoir ces intrants à moindre coût et de développer l'agriculture. Donc, je pense qu'il faut que nous l'encourageons à continuer sur cette voie pour pouvoir réussir la transition, la transformation de la structurelle de l'agriculture africaine. On a vu dans le cas de l'Afrique des situations exogènes comme la guerre Ukraine-Russie qui ont impacté durement le secteur agricole parce que nous importons nos engrais de ces régions-là. Alors, comment est-ce que nous pouvons relever ce défi de transformation et de production de nos engrais sur place? Mais vous savez, nous ne devons pas aller plus loin. Nous avons le géant à côté, le Nigeria, qui a de l'urée à gogo. Nous avons le Sénégal à côté, qui a le DAP. Le DAP qui est issu de la production du phosphate. Tous ces éléments sont à notre disposition. Vous voyez. Et nous pouvons produire des engrais organo-minéraux. Ce n'est pas seulement les 100% chimiques. Donc ce sont des investissements lourds. Et ces investissements doivent être faits en concordance avec les institutions de la place et sécuriser le producteur pour pouvoir distribuer ces engrais de qualité à la distribution. Nous pouvons produire notre engrais. Nous avons vu qu'effectivement la crise russo-ukrainienne a créé vraiment un problème sur le secteur agricole. Et ça continue. Ce sont les effets qui continuent toujours. Donc, je pense nécessairement qu'il faut que nos États appuient les entrepreneurs, les opérateurs économiques et à mettre sur pied des usines permettant de transformer les engrais. Avec nous pouvons faire des engrais organiques. Nous avons beaucoup de trucs ici qui peuvent nous permettre de faire ces engrais organiques-là. Donc voilà, je pense que c'est le challenge qu'il faut maintenant mettre sur le tapis pour pouvoir développer la production agricole en Afrique. Comment projetez-vous l'agriculture africaine dans les 10 prochaines années? Si nous faisons bien les choses, nous pouvons arriver au moins à l'autosuffisance alimentaire. Ça, c'est très important. Parce que nous devons consommer ce que nous produisons. Nous devons faire la promotion de ce que nous produisons pour la population. Et c'est ça l'important. Si nous travaillons bien et si nous organisons les producteurs à la base, pas faire de la production agricole comme un secteur où ce sont uniquement que les pauvres, les moins nantis qui y vont. Je parlais de Nampo Show de Johannesburg et de Botaville. En Afrique du Sud. En Afrique du Sud. Mais les paysans sont arrivés en hélico, les gens sont arrivés dans leur jet. Et prochainement, si vous avez le temps, je vous invite, c'est en mai, vous allez aller voir ce que je dis à Nampo Show où les paysans sont autosuffisants. Et ils peuvent nourrir la population et se nourrir. Donc c'est très important de travailler là-dessus pour accroître la productivité et donner espoir à la population. C'est le message d'espoir de Lambert Nayanté, expert agricole, directeur général de Calafi. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Merci aussi à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Planète Idéale.